Bonjour et merci pour votre invitation. Donc c'est un autre serpent de mer, hein, après les oméga 3, les douleurs musculaires avec les statines. Donc je vais vous parler un petit peu de ces douleurs, même s'il y a beaucoup de choses que vous connaissez, et d'essayer de discuter de ce qu'on peut recommander aux patients. Alors, parmi les effets secondaires musculaires des statines, vous avez d'une part tous les symptômes, myalgie, crampes, fatigue, courbatures, qui sont associés à des CPK normales. Et donc le point important, c'est qu'il n'y a aucune donnée qui fasse penser que ces patients sont à risque de rhabdomyolyse. Donc je pense que c'est un point qui est essentiel pour rassurer les patients. Quand on analyse toutes les rhabdomyolyses, en fait, ce sont essentiellement des accidents qui surviennent de façon un peu inopinée, brutale, et qui ne sont pas survenus chez des patients qui se plaignaient de douleurs musculaires auparavant. À côté de ça, vous avez la possibilité d'avoir des symptômes et notamment des douleurs musculaires avec des CPK augmentés. Et là, effectivement, il y a un risque. Donc, ça veut dire que les CPK sont un marqueur de gravité, mais ne sont pas un marqueur diagnostique. Alors, il y a eu pas mal de discussions quand on regarde les différentes revues sur le taux de CPK qui doit faire arrêter le traitement. Si on veut, à mon avis, donner un message ultra simple, c'est qu'il faut probablement arrêter le traitement, sauf cas particulier, quand les CPK sont supérieurs à 5 fois la normale, surtout s'il y a un facteur de fragilité, âge, insuffisance rénale et déshydratation, ou 10 fois la normale. Donc ça, c'est un premier élément de nomenclature, et le message évidemment derrière ça, c'est CPK, marqueur de gravité potentielle. Après, la définition de la tolérance musculaire aux statines a été extrêmement discutée, mais en gros, dans la plupart des études, ce qui a été utilisé, c'est l'impossibilité de tolérer 2 statines, dont l'une au plus faible dosage, en raison de douleurs musculaires. Et c'est donc une définition qui est un peu arbitraire, mais en tout cas qui a été très utilisée. Le deuxième point, c'est cette discordance qui est extrêmement importante entre les études de vraie vie, donc c'est-à-dire votre patientèle, où on estime que la fréquence des douleurs musculaires est de l'ordre de 10%. Donc ça a été confirmé dans beaucoup d'études observationnelles, et c'est un pourcentage qui est observé avec les fortes doses de statine. Et j'ai mis exprès de façon un tout petit peu caricaturale que dans les essais randomisés contrôlés en double aveugle, la prévalence est à peu près de 0%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence par rapport au groupe placebo. Donc il y a toute une discussion, et moi je ne vais pas rentrer dans les détails derrière cette différence qui est vraiment importante, et probablement la vérité se situe au milieu, c'est-à-dire qu'on peut estimer, et moi c'est ce que je dis habituellement, que 5% de nos patients ont vraiment des douleurs musculaires qui sont liées aux statines, et l'autre moitié, c'est un effet purement nocebo. Alors, les discordances, elles peuvent venir du fait que dans les essais, on inclut des patients très sélectionnés, que la définition de l'intolérance musculaire dans les essais a été très variable, qu'il y a probablement une grande sous-déclaration. Et donc la meilleure illustration de ça, c'est cette fameuse étude qui s'appelle STOMP, qui a été publiée par Thompson, qui est un spécialiste du muscle, et qui montre que quand on a un questionnaire bien spécifique, dans cette étude, c'est 400 patients randomisés à atorvastatine 80 mg versus placebo, avec un questionnaire systématique, eh bien, il y a 5% de patients en plus dans le groupe sous atorvastatine qui présentent des douleurs musculaires. Donc on voit bien que quand on demande spécifiquement avec un questionnaire dédié, eh bien, on identifie ces signes musculaires. Et puis l'effet nocebo, donc, qui est classique, et je pense qu'elle a été extrêmement bien illustrée dans les deux études, ou enfin, au moins dans 2 grandes études avec les anticorps anti-PCSK9, qui sont des études qui ont recruté des patients
intolérants musculaires selon la définition que j'ai donnée tout à l'heure et qui montrent des résultats assez similaires. Donc vous voyez sur ces deux tableaux, en gros, au moins la moitié des patients. Donc, élément important, c'est que dans ces études, dans la phase de run-in initiale, les patients étaient en aveugle, soit sous placebo, soit sous statine. Dans GHOST-3, par exemple, c'est atorvastatine 20 mg. Et c'est donc normalement une statine qu'ils auraient dû mal tolérer. Et on voit que la moitié des patients ne reconnaissent pas dans quel groupe ils sont dans ces essais. Ce qui colle assez bien avec l'idée que la moitié des patients ont en fait un effet nocebo. Ce qui veut dire, au fond, comme je dois donner des recettes, je pense qu'il ne faut jamais parler d'effet nocebo aux patients. C'est un peu comme si on expliquait à une femme enseignante qui perd ses cheveux avec le nouveau lévothyrox que c'est un effet nocebo. C'est une discussion qu'il ne faut même pas avoir. Donc je pense qu'il ne faut pas parler d'effet nocebo. Par contre, c'est extrêmement intéressant de se dire que cet effet-là, c'est l'expression psychosomatique probablement d'un refus du médicament, du traitement. Et donc ça veut dire qu'il faut probablement discuter de ça, même si c'est un tout petit peu caricatural. Mais l'effet nocebo, il doit être pris au sérieux. Alors, la démarche diagnostique, vous avez probablement déjà vu ce score, qui, à mon avis, est très intéressant pour une catégorie de patients. Vous avez des patients qui vous disent, là encore, si je caricature, votre statine, je ne la supporte pas parce qu'elle me donne des douleurs musculaires. Mais vous avez aussi, et c'est la majorité de patients, qui se plaignent de symptômes musculaires et qui s'interrogent sur le lien aux statines. Et là, le rôle du médecin, et c'est, je pense, une des premières, entre guillemets, recettes qui pour moi est importante, c'est que pour cette proportion de gens qui s'interrogent sur la possibilité d'un lien et qui n'ont pas d'a priori ou de certitude que c'est lié au traitement, eh bien, ce questionnaire est très intéressant. Puisqu'il permet finalement d'identifier les patients pour lesquels le symptôme musculaire a un lien probable avec le traitement ou pas. Et donc vous voyez qu'en fonction du score qui est obtenu, eh bien, le lien est improbable ou très probable. Alors, l'autre message, parce que les scores, il y en a tellement qu'on ne les utilise pas forcément en clinique, mais le message, c'est qu'une douleur qui est plutôt diffuse, plutôt de type courbature, qui touche plutôt les gros groupes musculaires, qui est survenue dans les semaines qui ont suivi l'introduction du traitement et qui sont améliorées en baissant la dose ou en arrêtant le traitement dans les semaines qui suivent, est probablement liée au traitement par statine. C'est ce que veut dire ce questionnaire. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je pense que c'est important? Parce que de temps en temps, il faut pouvoir dire aux patients, cette douleur ne peut pas être liée à la statine. Donc c'est très facile quand c'est une douleur du genou droit. C'est moins facile quand c'est une douleur qui est diffuse ou quand le patient se plaint de crampes. Il faut aussi rappeler aux patients que la cause numéro 1 de crampes, c'est la déshydratation et que finalement, une meilleure hydratation diminue notablement le risque d'avoir des crampes. Voilà, donc en gros, moi, ce que je fais dans ma pratique, et ce sera intéressant de discuter avec tous les autres spécialistes ici de ce qu'ils font, mais un patient qui est certain que la douleur qu'il présente est liée à la statine, moi, je change le traitement et je ne discute même pas. Je change de statine, je change de traitement. Par contre, pour toute la catégorie de patients donc, qui se posent la question d'un lien, eh bien, je pense que ce questionnaire est très intéressant. Et il a été validé, en fait, dans un essai en double aveugle, qui était un essai, donc simvastatine 20 mg ou placebo pendant 8 semaines. Et vous voyez que, en fait, ceux qui avaient un questionnaire avec plus de 9-11 points, eh bien, effectivement, ont eu un effet secondaire en aveugle lié à la statine. Donc c'est une première validation, à ma connaissance c'est la seule qui a été faite, mais qui montre que quand même en pratique, ce questionnaire marche. La troisième, entre guillemets, recette,
c'est que c'est quand même intéressant de connaître les facteurs de risque de douleur musculaire, parce que tout le monde n'est pas égal devant ce risque de douleur musculaire. Et donc, ce qui a été identifié, c'est l'âge, le fait d'être une femme, le fait d'être asiatique, ça c'est probablement pour des raisons pharmacocinétiques, l'indice de masse corporelle très bas, l'hypothyroïdie, l'insuffisance rénale, et puis des circonstances un peu particulières, comme par exemple une chirurgie lourde où on sait qu'il y a un risque de rhabdomyolyse après chirurgie, notamment chirurgie lourde. Donc la connaissance de ces facteurs de risque, même si quand on regarde bien la littérature, c'est pas toujours extrêmement solide, mais quand même, ce qui est intéressant, c'est l'âge. Et effectivement, l'âge est probablement un facteur de risque de douleur, de symptômes musculaires, même si le fait d'être âgé fait que globalement, on se plaint plus des muscles. Et c'est quand même pour cette raison qu'on recommande a priori chez les sujets les plus âgés d'utiliser des petites doses de statine. Donc ça, c'est le premier, je dirais, volet des facteurs de risque. Et après, vous avez d'autres facteurs de risque qui doivent être pris en compte, que sont les interactions, notamment bien sûr avec le jus de pamplemousse, dont on a beaucoup parlé, mais ce n'est pas une interaction qui est très faible, parce que les études ont montré que c'est d'abord des doses usuelles de jus de pamplemousse, c'est 200 millilitres qui ont été utilisés. Donc ce n'est pas 3 litres de jus de pamplemousse. Et l'augmentation de l'air sous la courbe est quand même très importante. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'avec le jus de pamplemousse, vous augmentez notablement l'air sous la courbe des statines CYP3 à 4, comme l'atorvastatine, la simvastatine, et il n'y a pas une différence d'efficacité importante. Ce qui montre bien, je vais vous montrer une diapositive, où il y a en fait une déconnexion importante entre le taux sanguin et l'efficacité, parce que l'efficacité elle est liée à la quantité de statine dans le foie, alors que le taux sanguin est probablement associé au risque musculaire. Toutes les interactions médicamenteuses que vous connaissez, bien sûr. Ensuite, il y a la dose de statine, et puis il y a une grande question, c'est est-ce qu'il y a des différences entre les statines ? Et il y a une méta-analyse récente sur statine hydrophile, lipophile. En gros, il ne sort pas grand-chose quand même. Par contre, il y a probablement des différences individuelles entre les statines. Et vous connaissez tous des patients qui supportent bien une statine et pas une autre, parce que la pharmacocinétique des statines est individuelle et qu'il y a donc des différences individuelles importantes. Après, alors ce n'est pas du tout l'objet de ma présentation, mais il y a toute une série de facteurs génétiques qui ont été clairement identifiés comme augmentant le risque de douleur musculaire par statine. Et puis, il y a un autre élément que je voudrais discuter, c'est donc ces cofacteurs, coenzyme Q10, vitamine D, est-ce qu'ils jouent un rôle ou pas ? Avant, c'est pour les sujets âgés, je pense que c'est un élément important, parce que dans la discussion, est-ce qu'il faut donner des statines chez les sujets âgés, évidemment, on raisonne beaucoup en rapport bénéfice-risque, et c'est un élément important, mais on en discutera après si vous le souhaitez. Alors sur la stratégie, vous ne pouvez pas voir tout ça en détail, mais je vais essayer de donner des messages très simples. Donc le premier élément, c'est la sémiologie des douleurs. Et donc ça, c'est le questionnaire, l'analyse des douleurs. Deuxième élément, c'est les CPK, on l'utilise comme critère de gravité, savoir si j'arrête la statine rapidement ou pas. Donc sujet en prévention secondaire qui se plaint de quelques courbatures, c'est supportable, mais il s'en plaint. Si les CPK sont normales, il n'y a sûrement pas d'urgence à arrêter le traitement si le patient est d'accord pour continuer. L'importance du lien chronologique, et ça c'est vrai pour tous les effets secondaires. Et ensuite, bien évidemment, il faut faire des propositions au patient si on estime que, si lui ou vous, ou les deux estimiez que la douleur est reliée au traitement.
Alors, la conduite à tenir, corriger les facteurs aggravants déclenchants, j'en ai déjà parlé, médicaments associés. Il y a aussi un certain nombre de patients qui peuvent avoir transitoirement des douleurs au cours d'un syndrome viral. Deuxième étape, c'est changer de statine de façon très pragmatique, parce qu'il y a des différences importantes entre les statines. Diminuer la dose, parce que les effets secondaires musculaires sont extrêmement dose dépendants. Hein, c'est intéressant. Alors, ça a été très caricatural, puisque vous savez qu'il y a eu des essais avec l'atorvastatine 160 mg qui ont été très rapidement arrêtés à cause de douleurs musculaires extrêmement importantes. Et c'est vrai aussi pour les très fortes doses de simvastatine. 80 mg, il y a un risque musculaire important. Donc l'effet dose, il est très bien documenté. Plus la dose est importante, plus il y a un risque d'effet secondaire musculaire. Et puis il y a des données donc très importantes sur l'utilisation de très faibles doses, je vais en dire un mot, et les alternatives thérapeutiques. Alors un petit mot sur la vitamine D. En fait, c'est une étude extrêmement récente. Moi, j'ai souvent dit que pour moi, l'utilisation de la vitamine D était un excellent placebo pour corriger un effet nocebo. En fait, c'est peut-être, il faut sûrement nuancer ça. Premièrement, alors l'histoire est partie par des cas cliniques, des observations qui ont été publiées dans la littérature de douleurs musculaires sous statine qui ont été corrigées par l'utilisation de vitamine D. Il y a une base physiopathologique, puisque vous le savez que la vitamine D a un tropisme musculaire important, et vous savez que dans les études en double aveugle contre placebo, l'utilisation de vitamine D chez les sujets très âgés diminue le risque de chute de façon significative, probablement justement lié à l'impact de la vitamine D sur le muscle, et ça n'a rien à voir avec l'os. Et donc là, il y a une étude intéressante, même si le critère, c'est un critère secondaire, donc ce sont des patients qui ont été mis sous statine, qui ont été randomisés vitamine D versus placebo, avec, vous voyez, beaucoup de participants. Donc ça a été publié dans Athérosclerosis en 2018. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude, en double aveugle, l'utilisation de vitamine D n'a pas amélioré l'adhérence, mais par contre a amélioré la persistance sous statine, en gros a diminué les effets secondaires musculaires sur le long terme, mais par contre ça ne sortait pas vraiment sur le court terme. Donc il y a peut-être quand même quelque chose sur le lien carence vitamine D, traitement par statine, douleur musculaire. Et je pense que c'est quand même une bonne pratique clinique que de supplémenter nos patients qui se plaignent de douleurs musculaires en vitamine D. Donc le changement des statines, je vous ai parlé des différences entre les statines. Donc en gros, moi j'ai souvent dit, même si le niveau de preuve n'est probablement pas très important, que l'intolérance aux statines, c'était une intolérance à 3 statines, dont la fluvastatine. Alors pourquoi je dis ça? Premier élément, c'est qu'il y a une grande étude qui a été faite chez des patients qui étaient intolérants aux statines, qui en aveugle ont été randomisés fluvastatine 80 LP versus placebo. Et il y a dans cette étude 80% des gens qui ont supporté le traitement. Alors évidemment, c'est peut-être parce que leur douleur était un effet nocebo, mais c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il se trouve que la pharmacocinétique de la fluvastatine 80 LP est très particulière et que quand vous prenez ce traitement, vous avez pratiquement des taux indosables de statine dans le sang. Donc, physiopathologiquement, on pourrait imaginer qu'il y a moins de risques musculaires. Alors, l'autre élément, c'est qu'au niveau individuel, eh bien, il y a une extrême variabilité des taux sanguins de statine et que donc il y a probablement un lien beaucoup plus qu'avec la dose, avec le taux sanguin et la statine. Et c'est ce qui est illustré ici. Vous voyez que quelle que soit la dose de statine, atorvastatine ou rosuvastatine, vous avez une très grande variabilité de l'air sous la courbe entre les patients,
Ce qui veut dire qu'à même dose de statine, dans la population, vous avez des sujets qui vont avoir des taux sanguins beaucoup plus élevés que d'autres, et ça, indépendamment de toute interaction médicamenteuse ou jus de pamplemousse. Alors, les très faibles doses de statine, eh bien, en fait, et on le sait avec les histoires de la levure de riz rouge, qui a priori, moi, je ne recommande pas, mais on sait que des très faibles doses de statine sont efficaces. Et donc ici, vous avez l'étude publiée qui a utilisé les plus petites doses, puisque si je ne me trompe pas, c'est 5 mg par semaine. Et vous voyez que 5 mg par semaine de rosuvastatine, donc un comprimé de rosuvastatine par semaine, vous avez une baisse du LDL cholestérol qui est de 12%. Donc évidemment, ce n'est pas beaucoup, mais ça montre bien qu'il y a un vrai effet dose et que les petites doses de statine sont efficaces et que c'est quand même une solution quand on n'en trouve pas d'autres. Alors l'avenir, ce n'est pas tout à fait mon sujet, mais vous savez qu'il y a des développements actuellement de plusieurs molécules. Alors ce qui est intéressant, je ne veux pas parler des anticorps anti-PCSK9 dont j'ai déjà dit un mot, mais vous savez qu'en Europe, là, je crois que c'est à peu près 2/3 des patients qui sont mis sous anticorps anti-PCSK9 qui n'ont pas de statine. Donc c'est évidemment potentiellement une alternative pour les patients qui vraiment et de façon bien documentée ne supportent pas les statines. Et puis vous avez donc le développement de l'acide bempédoïque qui est un nouveau traitement qui peut-être nous permettra d'aider les patients qui ont une intolérance aux statines, bien que pour l'instant il n'y ait pas eu de bon essai avec cette molécule chez des patients spécifiquement intolérants aux statines. Et vous voyez qu'il y a une baisse qui est environ de 20% du LDL cholestérol. Et le dernier point, et ça va de soi, c'est évident, dans les alternatives thérapeutiques, c'est que l'ézetimibe est quand même une approche qui est intéressante, soit pour les patients que vous traitez à toute petite dose, soit pour ceux qui vraiment ont une intolérance bien documentée au traitement. Voilà, donc en conclusion, le risque musculaire est une réalité qui est surestimée dans les études observationnelles et sous-estimée dans les grands essais randomisés. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant. Le questionnaire clinique est finalement une approche qui est, je dirais, assez bien faite pour essayer de déterminer ceux qui ont une douleur probablement liée à la statine. Et puis ensuite, eh bien, c'est un peu de la cuisine, et c'est pour ça probablement qu'on m'a demandé de parler recettes. Pour chaque patient, on s'adapte, on change de statine, on baisse la dose, on associe les étimibes et on peut utiliser la vitamine D, qui est quand même une approche qui est assez intéressante. Je vous remercie. Merci Eric. Des questions ? Moi, je peux commencer. Merci Eric pour ce très beau topo. Une question là-bas. Est-ce que tu conseilles l'arrêt et la réintroduction ? Est-ce qu'il faut faire ça systématiquement ? Parce que tu dis arrêter pour voir, ça veut dire que tu sous-entends que c'est possiblement un effet lié au médicament. Est-ce qu'il faut dire vous arrêtez, si ça va mieux, bah, vous ne reprenez pas ? Enfin, voilà, comment tu manages ça, ce côté arrêt ? Moi, en prévention primaire, oui, parce qu'il y a des patients qui ont des douleurs, par exemple des crampes, qui reconnaissent qu'ils en avaient quand même avant. Et moi, dans ce cas-là, je propose effectivement de faire un arrêt et réintroduction, parce que ça étaye la discussion. Et puis surtout, c'est le message subliminal, c'est j'écoute ce que vous me dites, parce que en fait, les patients, quand même, souvent, ils ont l'impression qu'on n'écoute pas leurs symptômes. Et d'ailleurs, souvent, en consultation, ils vous répètent 3 fois qu'ils ont vraiment mal. Donc oui, l'arrêt, je pense que c'est une stratégie. Par contre, je ne le fais pas en prévention secondaire. Parce qu'en prévention secondaire, il y a quand même quelques données qui montrent que dans les mois qui suivent l'arrêt de traitement, il y a un peu de récidive. Donc en prévention secondaire, moi, je préfère a priori changer de statine. Et quand tu fais arrêt, tu fais durer combien de 3 temps ? mois. 3 mois. Ouais. Je voulais vous poser la question, vous avez parlé de la vitamine D, et le coenzyme Q10, est-ce que ça peut apporter quelque chose ? Sachant que souvent dans la population, il y a des, je ne dis pas des carences, mais des déficits comme la vitamine D, le coenzyme Q10 ou d'autres. Moi j'ai une attitude nuancée sur le coenzyme Q10, parce qu'en méta-analyse, il a été démontré que le coenzyme Q10 n'améliorait pas les douleurs musculaires.
Mais derrière ça, c'est un vrai problème parce que on ne connaissait pas l'importance de l'effet nocebo dans les essais coenzyme Q10. Donc en fait, si vous randomisez des gens qui ont un effet nocebo, vous avez peu de chances de voir un effet. Donc ce serait extrêmement intéressant de pouvoir faire une étude bien faite chez des vrais intolérants aux statines avec le coenzyme Q10. Voilà, donc pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a pas été fait, donc on n'en sait rien, mais que le coenzyme Q10, c'est aussi une autre façon, probablement un autre placebo pour traiter un effet nocebo, en attendant d'avoir la preuve que ça marche. Oui, mais c'est sur cette base que les essais ont été faits. Il n'empêche que ça ne marche pas par rapport au placebo. Donc, pour l'instant, c'est de la physiopathologie. Il n'y a pas de démonstration qu'il y a un bénéfice. Bonjour, est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur la levure de riz rouge dont les patients sont assez friands souvent? Sur La levure de riz rouge. La levure de riz rouge, ça marche bien, hein, parce que c'est une baisse entre 20 et 30% du LDL cholestérol. Donc, vous savez que la levure de riz rouge, pour l'instant, ça n'est pas recommandé par l'HAS pour deux raisons. Hein. La première raison, c'est que l'extraction du produit actif est complexe et qu'il y a un risque de produits toxiques, notamment de citrinin, qui est en fait un équivalent de l'aflatoxine qui est cancérigène. Donc, on n'a pas la certitude pour tous ces produits qu'il n'y a pas de citrinin dedans. C'est le premier point. Alors, c'est vrai que sur les produits qui sont faits par l'industrie pharmaceutique, où il y a des contrôles de qualité, ce risque est probablement très faible. Mais voilà, il y a une petite incertitude là-dessus. Et le deuxième point, c'est toujours le même principe, c'est que comme c'est complexe d'extraire le produit actif, en fait, vous avez une très grande variabilité de la quantité de lovastatine, parce que c'est de la lovastatine en fait qu'il y a dans la levure de riz rouge, et donc vous avez des fluctuations d'effets d'une préparation à l'autre. Donc, on ne sait pas trop ce qu'on donne, et deux, on n'a pas une certitude que c'est un produit qui n'est pas, où il n'y a pas de produit toxique. Voilà, ce sont les deux raisons qui ont fait que l'HAS ne recommande pas l'utilisation. Donc moi, personnellement, je n'en prescris jamais. Par contre, il est vrai que quand c'est un produit qui est d'origine de l'industrie pharmaceutique et que le patient fait le choix de le faire, je ne dis pas de façon péremptoire qu'il faut l'arrêter. Voilà, en gros, c'est une réponse de Normand, hein, mais on s'adapte. Oui, bonjour. Je voudrais que vous disiez un mot des créatines kinases. Vous en avez parlé au début, sur la sensibilité qui n'est pas si parfaite que ça et sur la spécificité qui est faible. Puis dire un mot sur les valeurs normales qui ne sont peut-être pas toujours adaptées à certaines populations avec masse musculaire élevée. On a des CPK qui, avant le traitement par statine, sont déjà élevés. Oui, alors il y a deux parties à cette réponse. La première partie, c'est que dans l'étude Stomp, donc une étude qui est très bien faite, vous avez une toute petite augmentation des CPK, mais qui est en fait complètement noyée dans la variabilité et dans la zone de normalité des CPK. Donc, ça veut dire que l'effet des statines sur les CPK, de toute façon, n'est pas visible parce que c'est un effet qui est trop faible. Et la deuxième partie, c'est, vous avez parfaitement raison, il y a une grande variabilité des CPK avec deux éléments importants. Donc, premièrement, vous avez une partie des sujets de race noire qui ont des élévations asymptomatiques des CPK. Qui ont, donc, voilà, donc ça c'est un effet, à ma connaissance, aucun mécanisme n'a été identifié. Et donc c'est un point important. Alors, il semble quand même que ces sujets-là qui ont des élévations asymptomatiques des CPK fassent un peu plus de symptômes musculaires. Et le deuxième point, c'est que les CPK, c'est avant tout un marqueur d'activité physique. Et c'est Thompson qui a fait une mesure systématique des CPK après le marathon de Boston. Et donc la valeur moyenne des CPK après le marathon de Boston, c'est 500. Voilà. Donc après une activité physique, vous avez une augmentation des CPK. Donc, et c'est d'ailleurs bien pour ça
que depuis très longtemps, l'Agence du médicament a dit aucun dosage de CPK à titre systématique, parce que vous avez une bonne chance de risquer d'arrêter la statine pour rien, pour une fausse augmentation des CPK. Enfin, une fausse, non, une augmentation qui n'est pas liée au traitement. Bien, on va conclure. Merci à tous d'être venus si nombreux.